Maman, tu ne vis plus ici. Prends tes affaires et va-t'en. C'est exactement ce que mon fils Thomas m'a craché au visage, sur le pas de la porte, un samedi matin, alors que 2 voisins passaient sur le trottoir. Madame Petit a cessé de balayer son entrée. Monsieur Bernard m'a regardé un instant avant de détourner les yeux, gêné, vers le sol. J'ai senti le soleil brûlant sur mon visage et ce silence lourd, dense, étouffant, de ceux qui viennent d'assister à une humiliation impardonnable. Chloé, ma belle-fille, se tenait juste derrière lui, les bras croisés et ce petit sourire narquois dessiné au coin des lèvres. J'ai serré mon sac à main de toutes mes forces. J'ai pris une grande inspiration pour ne pas m'effondrer là, sur le bitume, et j'ai dit à voix basse « D'accord, mon fils ». De l'extérieur, je suis restée de marbre. Mais à l'intérieur, je sentais chaque mot comme un coup de poignard dans le ventre. J'ai regardé le portail que j'avais moi-même repeint 3 fois, les géraniums que j'arrosais chaque matin avec tant d'amour, la fenêtre de la chambre où Thomas avait dormi toute sa vie. Tu connais ce moment où tu réalises que tu es devenu invisible, que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as sacrifié n'a servi à rien? C'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai élevé cet homme toute seule. Veuve à 42 ans, couturière de métier, j'ai travaillé jusqu'à ce que mes doigts s'engourdissent de douleur pour qu'il ne manque jamais de rien. J'ai payé son école de commerce privée intégralement, euro après euro. Et maintenant j'étais là, chassée comme une intruse, comme une étrangère devant ma propre maison. Ce que Thomas ignorait, c'était une chose capitale. 3 mois après ce matin fatidique, il frapperait à ma porte en pleurant, désespéré, implorant mon pardon à genoux. Et moi, je serais assise dans un bureau face à un avocat, une pile de dossiers à la main, prête à lui montrer l'ampleur monumentale de l'erreur qu'il venait de commettre. Mais pour arriver à ce moment de justice, j'ai dû traverser l'enfer. Et c'est exactement ce que je vais te raconter maintenant. Je suis devenue veuve en 2006. Henri, mon mari, a fait une crise cardiaque foudroyante au travail. Il est mort là-bas, à l'usine, sans avoir le temps de dire au revoir, sans un dernier adieu. Thomas n'avait que 12 ans. Du jour au lendemain, je suis devenue père et mère à la fois, couturière, travaillant à domicile, payée à la pièce. Je me levais à 5 heures du matin et je ne me couchais qu'après minuit. Le bruit de la machine à coudre ne s'arrêtait jamais. Retouches, ourlets de pantalons, robes de soirée, uniformes scolaires. Tout ce qui se présentait, je l'acceptais. L'argent était compté au centime près. Mais Thomas n'a jamais connu le besoin. Il a toujours eu ses fournitures scolaires au complet, des vêtements de bonne qualité, un repas chaud sur la table. Je mangeais moins pour qu'il puisse manger plus. C'était naturel pour moi. Une mère fait cela sans y réfléchir à 2 fois. Quand il a voulu faire une école de commerce, j'ai économisé chaque pièce, chaque billet. J'ai vendu 2 bagues en or qui appartenaient à ma mère, mon seul héritage. J'ai pris des travaux de couture supplémentaires les week-ends, travaillant sans relâche. J'ai passé 4 ans à payer des frais de scolarité de 800 € par mois. 800 € tous les mois. Je gagnais à peine 1 000 € et des poussières. Il y a eu des mois où j'ai mangé des pâtes au beurre toute la semaine pour boucler les fins de mois. Il y a eu des Noëls où je ne me suis même pas acheté un chemisier neuf. Mais ces frais de scolarité, ils n'ont jamais eu un seul jour de retard. Thomas a obtenu son diplôme en 2015. J'ai pleuré lors de la remise des diplômes. J'ai pleuré de fierté, d'une fatigue infinie, de pur soulagement. Il m'a serré dans ses bras à la fin et m'a dit « Maman, tout ce que je suis, c'est grâce à toi. » J'ai gardé cette phrase au fond de mon cœur comme un trésor inestimable. Il a décroché un bon poste, a commencé à bien gagner sa vie. Il a continué à vivre avec moi. Il disait qu'il voulait économiser, qu'il allait m'aider, que nous allions rénover la maison. Et au début, il aidait vraiment. Il payait la facture d'électricité, faisait les courses, me donnait un peu d'argent chaque mois. Nous avions une belle routine, tranquille. Je cuisinais, il rentrait du travail, nous dînions ensemble, nous discutions de sa journée. Le week-end, il m'emmenait au supermarché. C'était lui et moi contre le reste du monde. Ça a toujours été comme ça, jusqu'en 2021, quand il a rencontré Chloé. Elle travaillait dans la même entreprise que lui, au service marketing. Jolie, toujours impeccable, le genre de femme qui sait imposer sa présence. Il a été complètement ébloui.
Au début, j'étais heureuse. Je pensais que c'était une bonne chose qu'il trouve quelqu'un, qu'il construise sa vie. Quand il me l'a présenté, j'ai été polie, accueillante. J'ai préparé un déjeuner spécial, j'ai soigné les petits plats. Chloé a souri, a fait des compliments sur tout, a été sympathique. Mais moi, en tant que mère, j'ai remarqué certains détails. Elle regardait la maison avec une expression étrange. Elle s'attardait sur les vieilleries. Elle a fait une remarque subtile sur les rideaux du salon qui étaient décolorés par le soleil. Une autre sur le fait que le canapé était vraiment vintage. Des petites choses, tu sais, mais qui restent gravées dans la tête. Une fois qu'ils ont officialisé leur relation, elles venaient plus souvent, et il y avait toujours une remarque. « Madame Solange, vous ne trouvez pas que cette table est trop massive pour ce petit salon ?» Ou bien « On pourrait changer ce tableau, non? Il fait un peu passer de mode. » Je ravalais ma salive. Après tout, c'était la fiancée de mon fils. Ils se sont mariés en 2023. Une petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. J'ai payé la moitié de la réception. J'ai utilisé l'argent que j'avais mis de côté pour remplacer ma vieille machine à coudre. Mais ce n'était pas grave. C'était pour mon fils. Elle est venue s'installer chez nous. Et c'est là que les choses ont commencé à changer pour de bon. La première chose qui a changé, c'est ma place à table, littéralement. Une semaine après le mariage, Chloé a acheté une nouvelle table à manger. Elle a dit que l'ancienne était laide, qu'elle n'allait pas avec le style contemporain qu'elle voulait pour la maison. Très bien, ai-je pensé. Nouvelle maison, nouveau style. Sauf que lorsque la table a été livrée, elle n'avait que 4 chaises. Ma vieille table en avait 6. Moi, Thomas et 4 places de plus pour les visites. La nouvelle ? 4. Madame Solange, ça ne vous dérangerait pas de manger dans la cuisine? C'est juste qu'ici, dans le salon, ça fait plus épuré juste pour nous deux. Elle m'a dit ça avec un grand sourire, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde de demander ça à la propriétaire des lieux. Thomas était à côté, le nez sur son téléphone. Il n'a même pas levé la tête pour me défendre. J'ai pris mon assiette et je suis allée à la cuisine. J'ai mangé seule, face au mur, en écoutant leurs conversations et leurs rires dans le salon. Dans cette maison qui était la mienne, que j'avais payée à la sueur de mon front, que j'avais entretenue toute ma vie. J'ai avalé ma nourriture avec un nœud dans la gorge qui m'empêchait de respirer. Ensuite, il y a eu l'histoire de la chambre. J'avais toujours dormi dans la chambre principale, la plus grande, celle qui avait été la nôtre avec Henri. Thomas dormait dans la chambre plus petite. Quand Chloé est arrivée, elle a dit qu'ils avaient besoin de plus d'espace, qu'ils prévoyaient d'avoir des enfants, que ses vêtements ne rentraient pas et qu'il lui fallait un dressing. Vous ne voyez pas d'inconvénient à changer, n'est-ce pas, Madame Solange? La petite chambre est plus cocooning. Et de toute façon, vous êtes seule. Et j'ai changé. J'ai déménagé mes affaires, ma vieille commode, mes vêtements, mes photos d'Henri. Je me suis installée dans une pièce où le lit rentrait à peine. Mais j'ai accepté ça aussi, pour avoir la paix. Chloé a entièrement rénové la grande chambre. Elle a repeint, posé du papier peint, acheté des meubles design. Elle a jeté la commode qui venait de ma belle-mère. Je l'ai vue dans la benne à ordures dans la rue. J'ai pleuré en cachette. Thomas n'a rien dit. C'est là que les ordres ont commencé. Parce que ce n'était plus des services, c'était des ordres. « Madame Solange, vous pouvez me laver ces vêtements? J'ai une réunion importante et je n'ai pas le temps. » Madame Solange, repassez ses chemises pour Thomas. Il part en déplacement professionnel. Madame Solange, préparez un déjeuner sympa aujourd'hui. Une amie à moi va passer. J'étais devenue la bonne à tout faire dans ma propre maison. Un jour, je me suis plainte. J'ai dit à Thomas, « Mon fils, je me sens exploitée. Chloé ne fait que me demander des choses. Elle ne me traite pas comme de la famille. Elle me traite comme une domestique. » Il a soupiré, agacé, comme si j'étais un fardeau. « Maman, elle te demande juste un coup de main. Tu restes à la maison toute la journée à rien faire. Ça ne te coûte rien d'aider, si ?» Je me suis sentie vaciller. Moi qui ai élevé ce garçon. Moi qui ai travaillé jusqu'à avoir des callosités aux mains pour qu'il puisse étudier. Et maintenant, il pensait que je ne faisais rien. Après ce jour-là, j'ai commencé à prendre des notes. J'ai pris un vieux cahier d'écolier et j'ai commencé à écrire. Date, heure, ce qui s'était passé. Tout. 10 mars 2024. Chloé m'a demandé de laver 15 pièces de linge délicat à la main. N'a pas dit merci. 17 mars 2024.
J'ai été exclue du déjeuner dominical. Elle a invité ses parents et m'a dit que je serais plus à l'aise dans ma chambre. 23 mars 2024. Elle a jeté mon tapis du salon à la poubelle. Chloé a dit qu'il était vieux et affreux. Thomas était d'accord avec elle. J'ai réalisé qu'il me fallait plus que des notes. J'ai commencé à prendre des photos. J'ai photographié la liste des tâches que Chloé me laissait scotcher sur le frigo. J'ai photographié les messages qu'elle envoyait sur le groupe familial WhatsApp, où elle décidait de tout sans même me consulter. Il y a eu un jour où elle a changé la serrure de la maison sans me prévenir. Je suis rentrée des courses et ma clé ne tournait plus. J'ai dû sonner comme une visiteuse. Elle a ouvert, visiblement contrariée. « Ah, Madame Solange, j'ai oublié de vous donner le nouveau double. Laissez ça là. Je ferai une copie plus tard. » Ça a pris 3 semaines. 3 semaines à dépendre d'elle pour entrer chez moi. Et le pire, elle a commencé à contrôler mon argent. Ma retraite était maigre, environ 950 €. J'avais toujours participé aux frais de la maison. Électricité, eau, courses. Mais Chloé a commencé à me réclamer plus. « Madame, la facture d'électricité est énorme. Vous devez payer la moitié. » La moitié, c'était 200 €. Il me restait 750 € pour moi. Pour mes médicaments, mes vêtements, pour tout. Elle savait que je n'avais nulle part où aller. Et elle utilisait ça. Mais je continuais à tout enregistrer. Je gardais tout dans une vieille boîte à chaussures au fond de mon armoire. Notes, photos, captures d'écran. Sans savoir encore exactement ce que j'allais en faire. Mais en sentant dans mes tripes qu'un jour, j'en aurais besoin. C'est en juin 2024 qu'est arrivé ce que je n'aurais jamais imaginé mon fils capable de faire. Thomas est venu me voir un jeudi soir. J'étais dans ma chambre en train de recoudre un ourlet. Il s'est assis au bord du lit avec cet air inquiet qu'il avait répété. « Maman, je dois te demander quelque chose. » Mon cœur de mère s'est serré. Un fils qui demande de l'aide, une mère ne refuse pas. C'est automatique. L'entreprise traverse une restructuration. Je dois faire une formation de spécialisation urgente, sinon je vais rater ma promotion. Ça coûte 3 500 €. Il faut payer cette semaine. 3 500 €. J'avais 4 000 € de côté. C'était tout ce que j'avais amassé en 3 ans d'économie sacrée. L'argent de la retraite, de quelques petits travaux de couture que je faisais encore sous le manteau. Gardé pour une urgence, pour un problème de santé, pour mes vieux jours. Mon fils, c'est beaucoup d'argent. Il m'a pris la main. « Maman, je te rembourse dans 3 mois. Avec la promotion, mon salaire augmente, je te le promets. Tu me fais confiance, non ?» Confiance. Bien sûr que j'avais confiance. C'était mon fils, mon sang. Le lendemain matin, je suis allée à la banque et j'ai retiré les 3 500 €. Je les lui ai remis en main propre. Il m'a serré fort, m'a remercié. Il a dit que j'étais la meilleure mère du monde. 2 semaines plus tard, je repassais du linge dans la buanderie. Chloé était au salon, au téléphone avec une copine. Elle pensait que je n'entendais pas à cause de la vapeur du fer. « Ma chérie, il faut que tu vois la bague que Thomas m'a offerte. Divine, elle a coûté 3 500 €. Je ne lui ai même pas demandé, il a voulu me faire la surprise. Il a dit que je le méritais. » Le fer a failli me tomber des mains. J'ai manqué de brûler la chemise. 3 500 €, exactement la somme que je lui avais donnée. J'ai senti mon sang bouillir, mais j'ai pris une grande inspiration. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai rien dit. J'ai gardé cette information comme une munition. Cette nuit-là, quand ils se sont endormis, je suis allée au salon sur la pointe des pieds. J'ai vu le sac de Chloé sur le canapé. J'ai pris son téléphone portable. Je connaissais le code parce que je l'avais vu le taper 1000 fois. C'était sa date de naissance. Je suis allée dans les messages. J'ai cherché les conversations avec Thomas et je les ai trouvées. Amour, j'ai parlé à ma mère. Elle va nous prêter les 3 500. Je lui ai dit que c'était pour une formation. Réponse de Chloé. Parfait. Demain, on va chercher ma bague. Elle est tellement bête, elle croit tout ce que tu lui dis. J'ai pris l'écran en photo avec mon propre téléphone. Ma main tremblait de rage, mais j'ai réussi à avoir une image nette. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré en silence, étouffant mes sanglots dans l'oreiller. Mon fils m'avait menti en plein visage. Mon fils m'avait utilisé. Et elle, cette femme, avait tout manipulé comme une marionnettiste. Le lendemain, je suis retournée à la banque.
J'ai demandé à transférer mon compte retraite dans une autre agence, une qu'ils ne connaissaient pas et dont ils ignoraient l'emplacement. J'ai ouvert un nouveau compte, rien qu'à moi, avec un code secret que personne ne connaissait. J'ai viré les 500 € qui me restaient. Et j'ai demandé au conseiller de m'expliquer comment fonctionnait le relevé détaillé, comment je pouvais tout surveiller depuis l'application mobile. J'ai commencé mon enquête. Je suis allée sur mon ancienne boîte mail et j'ai cherché de vieux échanges avec Thomas. J'ai trouvé 3 prêts qu'il m'avait demandés auparavant. 1 000 € en 2023 pour réparer la voiture. 1 200 € en janvier 2024 pour aider un ami dans le besoin. 600 € en mars pour payer le dentiste. Rien n'avait été remboursé. Jamais. J'ai tout additionné. 6 300 € plus les 3 500 de maintenant. Plus de la moitié de ce que j'avais réussi à mettre de côté en des années de sacrifice. Je suis allée sur les groupes WhatsApp de la famille. Chloé avait posté des photos d'un voyage à Deauville en février, exactement 1 mois après le prêt pour l'ami. Restaurant gastronomique, hôtel 5 étoiles, capture d'écran. J'ai tout sauvegardé. J'ai cherché sur son Instagram. La photo de la voiture réparée y était. 0 rayure, aucune bosse. Elle brillait comme un sou neuf. Et une légende, cadeau de l'amour de ma vie. Capture d'écran. J'ai créé un dossier caché sur mon téléphone. Je l'ai appelé « Dossier ». J'ai tout mis dedans. Messages, captures, photos, notes avec date et montants exacts. Et j'ai continué à agir comme si de rien n'était. Je lavais leur linge. Je faisais à manger. Je baissais la tête. Mais à l'intérieur, je changeais. La douleur se transformait en autre chose. Elle devenait de la colère. Une colère froide, calculatrice. Ils croyaient que j'étais stupide, que j'étais une vieille innocente, trop lente pour comprendre. Ils avaient tort sur toute la ligne. C'est arrivé un dimanche de juillet. Barbecue chez la sœur de Thomas, Isabelle. Toute la famille réunie. Oncle, cousin, beau-frère. Une vingtaine de personnes. J'y suis allée parce qu'Isabelle m'avait appelée et avait beaucoup insisté. « Tante Solange, ça fait longtemps qu'on ne te voit plus. Viens, s'il te plaît. » Elle avait toujours été affectueuse avec moi. Je suis arrivée avec Thomas et Chloé. J'ai aidé à mettre la table, j'ai apporté un gâteau que j'avais fait moi-même. Les gens m'ont salué, m'ont demandé comment j'allais. J'ai souri, j'ai dit que tout allait bien. Chloé est restée tout le temps collée à ses copines, des cousines de Thomas qui avaient son âge, riant fort, buvant du vin, postant des stories. Au milieu de l'après-midi, j'étais assise sur une chaise en plastique dans un coin du jardin. Isabelle est venue discuter avec moi, m'a demandé des nouvelles de ma santé, a commenté avec inquiétude que je semblais avoir maigri. Chloé a entendu. Elle s'est dirigée vers nous, son verre de vin à la main, marchant avec cet air de supériorité. « Ah, Isabelle, tante Solange est en pleine forme. Bien reposée, n'est-ce pas, belle maman? Maintenant qu'elle ne travaille plus, elle passe ses journées à la maison à se tourner les pouces. » J'ai senti le sang me monter à la tête, mais j'ai respiré. Isabelle a froncé les sourcils, confuse. « Comment ça, à rien faire? Tante Solange a toujours été une grande travailleuse. »« Ah, mais maintenant elle est retraitée. Elle vit à nos crochets à la maison. C'est nous qui payons tout. » Crochet. Elle a dit qu'elle me nourrissait par charité. Je me suis levée lentement. « Chloé, je paie la moitié des factures de cette maison. » Elle a lâché un petit rire méprisant. « La moitié ? Madame, vous payez l'électricité. Le reste, c'est Thomas. Je paie aussi les courses. Et l'eau, et... Madame, vous voulez vraiment déballer ça ici, devant tout le monde ? » Les gens ont commencé à regarder. Les conversations ont baissé de volume autour de nous. Le barbecue continuait, mais beaucoup prêtaient déjà attention au conflit. Thomas est apparu. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » « Il se passe que je ne suis pas votre domestique. Je vis dans cette maison parce qu'elle est à moi. C'est moi qui l'ai payée. » Chloé a fait un pas agressif vers moi. Sa voix est sortie forte, assurée, pour que tout le monde entende bien. « La maison était à vous. Maintenant, elle est à Thomas. C'est lui qui paie la taxe foncière, les rénovations, tout. Vous vivez là parce qu'on a pitié de vous. » Silence absolu. 20 personnes qui nous fixaient. Isabelle la bouche ouverte. Le beau-frère de Thomas figé, avec sa pince à barbecue en main. Même les enfants ont arrêté de courir. J'ai regardé Thomas, en attendant qu'il dise quelque chose, qu'il défende sa mère,
qu'il remette sa femme à sa place. Il a regardé ses chaussures, lâchement, et il a parlé à voix basse. « Maman, on en parle à la maison, pas ici. » Il n'a pas nié. Il ne m'a pas défendu. Il était d'accord avec elle. J'ai senti mes jambes flageoler. Isabelle m'a attrapé le bras. « Tante Solange. » Je me suis dégagée doucement. J'ai pris mon sac qui était sur la chaise. J'ai regardé Chloé dans les yeux, puis Thomas. « C'est d'accord. » C'est la seule chose que j'ai dite. « C'est d'accord. » J'ai traversé le jardin la tête haute. Tout le monde me regardait dans un silence gênant. Je suis passée devant le buffet, devant les gens figés leur verre à la main, j'ai franchi le portail. Isabelle m'a couru après. « Tante, attends, laisse-moi te ramener. »« Pas la peine, ma fille, je rentre seule. » J'ai pris le bus. Je me suis assise au fond, regardant par la fenêtre. Les larmes coulaient, mais sans sanglots. C'était une douleur sèche, lourde comme du plomb. Je suis arrivée à la maison, j'ai fermé ma chambre à clé et je me suis assise par terre. Je suis restée là, adossée au mur, à regarder le plafond. Et c'est à ce moment-là, dans ce silence sépulcral, que j'ai décidé. Ça suffit. J'allais réagir. Et ça allait faire mal. J'ai passé la nuit entière éveillée. Allongée dans mon lit, fixant l'obscurité, écoutant le silence de la maison. Thomas et Chloé sont rentrés tard. Je les ai entendus entrer, parlant à voix basse, riant d'une bêtise. Comme si de rien n'était. Comme s'ils ne venaient pas de me piétiner devant toute la famille. Aucun des deux n'a frappé à ma porte. Quand le soleil s'est levé, j'avais encore les yeux ouverts. Je me suis levée. Je me suis lavé le visage. Je me suis regardée dans la glace. J'étais fatiguée. Cernes profonds, cheveux en bataille, visage bouffi par les pleurs. Mais il y avait quelque chose de différent dans mon regard. Ce n'était plus de la tristesse. C'était une détermination d'acier. Je suis allée à l'armoire. J'ai sorti la vieille boîte à chaussures du fond, celle où je gardais tout. Je l'ai posée sur le lit et je l'ai ouverte. Le cahier avec les notes, les captures de messages, les photos, les reçus de virements bancaires. Tout ce que j'avais rassemblé ces derniers mois était là. Je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à trier. J'ai tout séparé par catégorie. Documents financiers d'un côté, captures de conversation de l'autre, photos des humiliations dans un autre tas. J'ai pris un stylo et une feuille blanche. J'ai écrit en haut ce qu'ils me doivent. J'ai commencé à faire les comptes. 3 500 de la formation devenue bague, 1000 de la réparation voiture, 1200 de l'ami, 600 du dentiste, total jusqu'ici, 6 300 €. Mais il y avait plus. Je suis allée voir mes notes. J'ai compté combien de fois j'avais payé la facture d'électricité en entier, quand il disait que c'était moitié-moitié. 5 fois, 200 € chacune, 1000 € de plus. Les courses que j'ai payées seule pendant qu'il voyageait, 3 fois, 250 € parfois, 750 € de plus. Médicaments de Thomas que j'ai achetés quand il a dit qu'il n'avait pas de liquide. 400 €. Taxe foncière que j'ai payée l'année dernière parce qu'il avait oublié. 500 €. J'ai tout additionné. Environ 9 000 €. Presque 10 000 € qu'il m'avait en soutiré. En moins de 2 ans. Je touchais 950 € de retraite. 10 000 €, c'était presque une année entière de mon revenu. Une année entière de ma vie. J'ai pris une autre feuille. J'ai écrit ce qu'ils m'ont fait. J'ai fait une liste de chaque humiliation, chaque manque de respect. La nouvelle table avec 4 chaises, la chambre qu'ils m'ont prise, les ordres quotidiens, la serrure changée, le mot « pitié » prononcé devant tout le monde. J'ai regardé les 2 feuilles, l'une avec des chiffres froids, l'autre avec une douleur vive, et j'ai décidé que j'allais me faire payer pour les 2. J'ai pris mon portable. Je suis allée sur Google. J'ai tapé « Avocat aide juridictionnelle ». Plusieurs résultats sont apparus. Maison de la justice, barreau des avocats. J'ai noté des adresses, des horaires de permanence. Ensuite, je suis allée dans le tiroir de la commode. J'ai sorti l'acte de propriété de la maison. Il était au nom d'Henri, mon défunt mari. Après sa mort, il est passé à mon nom. Succession réglée par le notaire, tout en ordre. La maison était à moi, légalement à moi. J'ai cherché d'autres documents. Livret de famille, acte de décès d'Henri,
ma carte d'identité, mon avis d'imposition. Une vieille facture EDF, de l'époque où seuls Thomas et moi vivions là. J'ai tout organisé dans une vieille pochette en plastique que j'avais. Je me suis levée et je suis allée au salon. La maison était vide. Lundi matin, tous les deux étaient au travail. J'ai regardé autour de moi, ce salon que j'avais nettoyé des milliers de fois. Le canapé que j'avais acheté à crédit. La télévision qui était le cadeau de Noël qu'Henri m'avait fait en 2004. Le tableau au mur qui venait de ma mère. Tout ici avait une histoire. Mon histoire. Et il croyait pouvoir me l'enlever. Je suis retournée dans ma chambre. Je me suis rassise sur le lit, j'ai pris le téléphone et j'ai relu les messages qui m'avaient détruite. Elle est tellement bête, elle croit tout ce que tu lui dis. J'ai pris une grande inspiration. Je n'étais plus bête. Et je ne les croirai plus jamais. J'ai ouvert l'agenda du téléphone. J'ai noté « Mardi, 9h, cabinet d'avocat ». Ensuite, je suis allée à l'armoire. J'ai choisi ma tenue la plus sérieuse. Un pantalon noir, un chemisier blanc, des chaussures fermées. Les vêtements que je portais pour les enterrements, les rendez-vous à la banque, pour les choses importantes. J'ai repassé les vêtements. J'ai préparé mon sac. J'ai vérifié que tous les documents étaient dans la pochette. Je me suis regardée à nouveau dans le miroir. Maintenant, je ne voyais plus une femme fatiguée. Je voyais une femme prête pour la guerre. Il m'avait poussée au fond du gouffre. Il m'avait pris ma dignité, mon argent, ma place dans ce monde. Mais ils avaient oublié une chose. J'étais plus forte qu'ils ne l'imaginaient. J'avais élevé un fils seul. J'avais travaillé jusqu'à m'en faire saigner les doigts. J'avais survécu à la mort de mon mari. Je n'allais pas abandonner maintenant. Ils allaient découvrir qui était vraiment Madame Solange, et ça allait leur faire beaucoup plus mal à eux qu'à moi. Le mardi matin, j'étais devant la porte du cabinet juridique à 8h30. J'étais arrivée tôt, nerveuse, la pochette de documents sous le bras. J'ai pris un ticket. J'ai attendu presque 2 heures. Quand on m'a appelé, je suis entrée dans un petit bureau avec une table, 2 chaises et un ventilateur bruyant dans le coin. L'avocate commise d'office était jeune, semblait épuisée, elle traitait une 20aine de dossiers par jour. Elle m'a regardée, a regardé la file d'attente dehors et a demandé « De quoi avez-vous besoin, madame ?» J'ai commencé à expliquer. J'ai parlé du prêt, de la maison, de l'humiliation. Elle m'a coupé au milieu. « Vous avez des preuves, madame ?» Je lui ai montré les captures d'écran, les notes, les reçus. Elle a jeté un coup d'œil rapide et a soupiré. « Écoutez, ça va être long. Une procédure comme celle-ci peut prendre des années. Et si la maison est à votre nom, ils ne peuvent pas vous mettre dehors. Mais prouver qu'il y a eu un prêt sans contrat écrit, c'est très difficile. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds à nouveau. « Mais maître, j'ai les messages. Tout est écrit là. » Oui, mais ils vont nier. Ils diront que c'était un don, que vous l'avez donné de votre plein gré. C'est leur parole contre la vôtre. Je suis sortie de là anéantie. Je me suis assise sur un banc dans le square d'en face. Je suis restée là, à fixer le vide, sentant que j'avais essayé et que ça n'avait servi à rien. C'est là que j'ai entendu une voix familière. « Madame Solange ?» J'ai levé la tête. C'était Maître Lefebvre, un avocat d'une 60aine d'années, cheveux gris. Il avait été un ami d'Henri. Ils travaillaient ensemble à l'usine avant que mon mari ne décède. Ensuite, il avait repris ses études, était devenu avocat, avait ouvert son cabinet. Maître Lefebvre, il s'est assis à côté de moi. « Tout va bien, Solange ? Tu as l'air abattue. » Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai craqué. Je lui ai tout raconté. L'humiliation, l'argent, l'avocate qui avait dit que ça ne marcherait pas. J'ai parlé en pleurant, sans m'arrêter, pendant qu'il écoutait dans un silence absolu. Quand j'ai fini, il est resté quelques secondes silencieux, pensif. Puis il a demandé « Tu as ces preuves avec toi maintenant ?» J'ai ouvert la pochette. Je lui ai tout montré. Il a examiné, lentement, concentré. Il s'est arrêté sur un message, l'a relu, a froncé les sourcils. « Solange, tu sais que l'acte de propriété est uniquement à ton nom, n'est-ce pas ?» Oui. Thomas n'a rien sur papier. « Et il paie la taxe foncière ?» Il a payé l'année dernière, mais je paie aussi. Parfois moi, parfois lui. Maître Lefebvre a noté quelque chose sur son téléphone.
Et cette partie-là, la bague? Tu as la photo de la bague? Je l'ai. Chloé l'a mise sur Instagram. Envoie-la-moi. Je la lui ai envoyée tout de suite. Il l'a regardée et a esquissé un petit sourire astucieux. Solange, je crois qu'on peut faire beaucoup plus que ce que l'autre avocate t'a dit. Beaucoup plus. Il m'a expliqué qu'un prêt sans reconnaissance de dette était difficile, mais pas impossible à prouver. Surtout s'il y avait des preuves par message clair, un aveu numérique et des témoins. Tu as parlé à quelqu'un de cet argent avant de le prêter? J'ai réfléchi. J'ai parlé à Isabelle, ma belle-sœur. Je l'ai appelée le lendemain. Je lui ai dit que j'avais aidé Thomas. Parfait. Elle est témoin. Ensuite, il a creusé. Il a posé des questions sur la maison, sur les travaux, sur qui payait quoi. Solange, s'il paie des travaux, met des factures à son nom, agit comme le propriétaire, c'est une tentative de spoliation de possession. Il essaie de s'approprier ton bien petit à petit. J'ai eu un frisson dans le ventre. Il ferait ça? Maître Lefebvre m'a regardé très sérieusement. D'après ce que tu m'as raconté, il le fait déjà. Nous sommes restés 1 heure de plus là, sur le banc. Il a noté chaque détail. Il a posé des questions auxquelles je n'avais jamais pensé. Il a découvert des choses. Cette Chloé, elle a un emploi déclaré? Oui, elle travaille. Alors elle a des revenus. Pourquoi tu paies la moitié des factures s'ils gagnent tous les deux bien plus que toi? Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Et autre chose, Solange. Savais-tu que s'il te met dehors, cela compte comme un délaissement de personnes vulnérables? Tu as plus de 60 ans. C'est un délit pénal. Un délit. Mon fils pouvait être en train de commettre un crime contre moi. Maître Lefebvre a fermé son carnet. Tu veux aller jusqu'au bout de cette histoire? Je le veux. Alors, on va faire comme ça. Je vais monter un plan en 3 parties. Il m'a expliqué chacune d'elles. Premièrement, la partie légale. Il allait lancer une mise en demeure pour le remboursement des prêts, plus une action pour réaffirmer la jouissance du domicile, prouvant que la maison était la mienne et que je subissais une contrainte. Et s'il réagissait mal, il porterait plainte pour abus de faiblesse et harcèlement moral. Deuxièmement, la partie sociale. Il a dit que je devais raconter à la famille ce qui se passait. Pas pour faire des commérages, mais pour avoir des témoins, du soutien, pour qu'ils ne retournent pas l'histoire contre moi plus tard. Troisièmement, la partie émotionnelle. Il m'a regardé droit dans les yeux. Solange, tu vas devoir tenir la pression. Ils vont te chercher, pleurer, menacer, promettre. Tu dois être prête. Je suis prête. Sûre? Je l'ai regardé. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé, aux nuits blanches à coudre, à Henri qui est mort sans que je puisse lui dire adieu, à Thomas que j'ai élevé avec tant d'amour, à l'humiliation du barbecue. Sûr. Il m'a tendu la main. Alors on commence. Je lui ai serré la main, fermement. Je suis rentrée chez moi ce jour-là en me sentant différente. Ça faisait encore mal. Mon cœur pesait encore lourd. Mais maintenant, j'avais une voix. J'avais un plan. J'avais quelqu'un de mon côté. Et le plus important, j'avais des preuves. Il croyait que j'étais faible, que j'allais courber l'échine pour toujours. Il se trompait lourdement. Maître Lefebvre a fixé la réunion au vendredi à 10 heures du matin. À son cabinet. Il m'a dit de prévenir Thomas et Chloé que cela concernait une affaire familiale importante. J'ai envoyé un message sur le groupe. Vendredi, 10h, cabinet de Maître Lefebvre. Rue du 4 septembre 428. Sujet urgent. Thomas a répondu « Quel sujet, maman ?» J'ai juste écrit « Tu sauras là-bas ». Chloé a envoyé un emoji point d'interrogation. Je n'ai rien répondu d'autre. J'ai passé les jours suivants à me préparer. Ce n'était pas seulement rassembler des papiers, c'était me blinder l'esprit. Le mercredi soir, j'ai sorti tous les documents de la pochette. Je les ai étalés sur la table de ma chambre. Je les ai organisés dans l'ordre que l'avocat m'avait demandé. D'abord les preuves du prêt, puis les messages entre Thomas et Chloé, puis les reçus de paiement des charges, enfin l'acte de propriété. J'ai relu chaque message, chaque capture. J'ai senti la colère monter de nouveau, mais cette fois contrôlée, froide comme la glace. Elle est tellement bête, elle croit tout ce que tu lui dis. J'ai plié les feuilles avec soin. J'ai tout remis dans la pochette. Le jeudi matin,
J'ai préparé mes vêtements. Je ne voulais rien de voyant, rien qui donne l'impression que j'essayais d'impressionner. J'ai choisi un pantalon noir simple, un chemisier blanc à manches longues, des chaussures noires fermées. La même tenue que je mettais pour aller régler des affaires sérieuses. J'ai repassé les vêtements. Je les ai pendus au cintre. Je les ai regardés un moment. Ces vêtements signifiaient que je prenais la chose au sérieux, que je ne jouais plus. L'après-midi, je me suis assise au bord du lit. J'ai fermé les yeux. J'ai répété dans ma tête ce qui allait se passer. J'allais entrer dans le bureau. J'allais saluer Maître Lefebvre. J'allais m'asseoir. Thomas et Chloé allaient arriver. Ils allaient demander ce que c'était que tout ça. Et là, l'avocat allait commencer à parler. J'ai imaginé leur visage, la surprise, la rage, les fausses excuses. J'ai imaginé Thomas essayant de me convaincre. « Maman, pas besoin de ça. On règle ça à la maison. » J'ai imaginé Chloé m'attaquer, disant que j'étais ingrate, qu'il m'entretenait, que je devais dire merci. Et je me suis imaginé, stoïque, sans pleurer, sans crier, juste en regardant et en laissant l'épreuve parler pour moi. Je me suis entraînée plusieurs fois, dans ma tête, à voix basse, jusqu'à me sentir sûre de moi. Vendredi matin, je me suis réveillée tôt, 6 heures. J'ai pris une douche calmement. Je me suis préparée lentement. Je me suis habillée. J'ai relevé mes cheveux en un chignon simple. J'ai mis un rouge à lèvres discret. Je me suis regardée dans le miroir. Je ne ressemblais pas à une femme détruite. Je ressemblais à une femme résolue. J'ai pris la pochette. J'ai vérifié une dernière fois si tout était là. C'était là. Je suis sortie de la chambre. La maison était silencieuse. Thomas et Chloé dormaient encore. J'ai laissé un mot sur le frigo. Je suis partie tôt. On se voit à 10 heures à l'adresse envoyée. J'ai pris le bus. Je suis descendue 3 arrêts avant. Je voulais marcher un peu pour m'aérer l'esprit. La rue était pleine de vie. Les gens allaient au travail. Les commerces levaient leurs rideaux de fer. Le ciel était gris, l'air lourd. À chaque pas, je sentais le poids de la pochette sous mon bras. Mais ce n'était pas un mauvais poids. C'était le poids de la vérité. Je suis arrivée à l'immeuble à 9h30. Maître Lefebvre était déjà là, organisant la salle de réunion. Grande table, 6 chaises. Solange, prête ? Prête. Il a pris ma pochette, l'a posée sur une desserte, a disposé les documents dans l'ordre exact, a tout laissé en position stratégique. Ils vont essayer de te déstabiliser. Ils vont pleurer, nier, accuser, mais tu n'as pas besoin de répondre à tout. Je suis là. Laisse-moi mener la danse. J'ai hoché la tête. Je me suis assise sur une chaise. J'ai attendu. 9h50. L'avocat m'a regardé. Respire un bon coup. J'ai respiré. 10 heures pile. La secrétaire a ouvert la porte. Maître, ils sont arrivés. J'ai entendu des pas dans le couloir. Des voix. Mon cœur s'est accéléré. Mais pas de peur. D'adrénaline pure. La porte s'est ouverte. Thomas est entré le premier. Puis Chloé. Ils m'ont vue assise. On regardait Maître Lefebvre. M'ont regardé à nouveau. Thomas a froncé les sourcils. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai pas répondu. L'avocat a indiqué les chaises. « Asseyez-vous, je vous prie. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Et il a commencé. Thomas et Chloé se sont assis de l'autre côté de la table. Elle avec un air agacé, comme si elle perdait son temps. Lui confus, me regardant moi, l'avocat, essayant de comprendre la situation. L'avocat a ouvert un dossier, a chaussé ses lunettes, a fixé les deux intensément. « Bonjour, merci d'être venu. Je suis Maître Lefebvre, le conseil de Madame Solange. Nous sommes ici parce qu'il existe des contentieux graves qui doivent être résolus. » Chloé a croisé les bras, défiante. « Grave ? C'est quoi ce drame encore ? » Je vais être directe. Madame Solange m'a sollicité car elle est victime d'abus de confiance, de harcèlement moral et de préjudice financier. Et elle a des preuves de tout. Thomas a blêmi. « Maman, de quoi parle ce monsieur ?» Je suis restée silencieuse, à observer. L'avocat a pris la première feuille. En juin de cette année, M. Thomas a demandé 3 500 € à sa mère.
Il a prétendu que c'était pour une formation urgente. Elle les a prêtés. Vous les avez remboursés? Je vais les rendre, c'est juste que... Vous les avez rendus ou non? Pas encore. L'avocat a posé une capture d'écran sur la table. L'a tournée pour qu'il la voie. C'était la conversation entre Thomas et Chloé. Amour, j'ai parlé à ma mère. Elle va nous prêter les 3500. Je lui ai dit que c'était pour une formation. Réponse de Chloé. Parfait. Demain, on va chercher ma bague. Elle est tellement bête, elle croit tout ce que tu lui dis. Silence de mort. Thomas a lu, a relu, est devenu blanc comme un linge. Chloé a regardé son téléphone instinctivement, comme pour vérifier si elle avait encore ce message. C'est hors contexte, a-t-elle bafouillé. Contexte? L'avocat a pris une autre feuille. Le contexte, c'est la photo de la bague à 3500 € que vous avez postée sur Instagram 2 semaines plus tard. La voici. Date, prix, légende. Il a posé la photo imprimée sur la table. Chloé n'a pas répondu. Thomas s'est passé la main sur le visage, désespéré. « Maman, j'allais te payer, je te jure que... » Je n'ai pas fini. L'avocat a pris une autre pile de papier. Il y a plus. Janvier 2024, 1200 € pour aider un ami. Aucun ami n'a été aidé. L'argent est parti dans un week-end à Deauville. Voici les photos que Madame Chloé a publiées. Hôtel 5 étoiles, restaurant gastronomique. D'autres preuves sur la table, tombant comme des couperets. Novembre 2023, 1000 €. Réparer la voiture. La voiture n'avait rien. C'était un cadeau pour votre épouse. Post sur son Instagram, cadeau de l'amour de ma vie. Thomas s'est enfoncé dans sa chaise. Mars 2024, 600 €. Dentiste. Aucun dentiste n'a été payé. Madame Solange a vérifié. L'avocat a rassemblé les feuilles. Total des prêts non remboursés, 6 300 €. Je vais tout rembourser. Thomas a élevé la voix. Maman, Assis. La voix de l'avocat a tranché l'air. Thomas s'est rassis brutalement. Je n'ai pas fini. Il manque la partie des charges de la maison. Madame Solange a payé la facture d'électricité en entier 5 fois quand vous disiez que c'était moitié-moitié. 1000 € de plus. Courses qu'elle a payées seule pendant vos voyages, 750 €. Vos médicaments, 400 €. Taxe foncière de l'an dernier, 500 €. Il a pris une calculatrice, a tapé les chiffres sous leur nez. Total général, environ 9000 €, en moins de 2 ans. Madame Solange touche 950 € de retraite. Vous deux gagnez plus de 4000 € ensemble, et pourtant, vous l'avez pressée comme un citron. Chloé a explosé. Elle vit chez nous, c'est nous qui l'entretenons. Chez vous? L'avocat a sorti un autre document. Il l'a claqué sur la table. Acte notarié, propriété exclusive de Solange Martin, veuve Dubois. Monsieur Thomas n'a rien, rien du tout, la maison est à elle. Mais j'ai fait des travaux, j'ai payé la peinture, sans autorisation écrite, sans contrat. Cela ne vous donne aucun droit, et il y a pire. L'avocat s'est penché en avant. Selon le code pénal, le délaissement d'une personne incapable de se protéger est un délit, puni de prison. Vous avez mis votre mère dehors devant témoin. Vous vous souvenez? Thomas est resté muet. Madame Petit et Monsieur Bernard ont vu. Ils sont prêts à témoigner. Et au barbecue de votre sœur, 20 personnes ont entendu Madame Chloé humilier Solange, disant qu'elle vivait par charité, que vous aviez pitié d'elle. Chloé a ouvert la bouche, l'a refermée. Aucun son n'est sorti. L'avocat a réuni tous les papiers en un seul bloc. Donc, la situation est la suivante. Soit vous remboursez les 10 000 € dans un délai maximum de 60 jours, soit je lance une procédure civile en recouvrement, plus une plainte pénale pour abus de faiblesse et harcèlement, plus dommages et intérêts. Et Solange récupère la jouissance exclusive de sa maison. Vous dégagez. À vous de voir. Thomas tremblait visiblement. « Maman, maman, s'il te plaît !» Il m'a regardé. Yeux rouges, voix brisée. « J'ai fait une erreur terrible. Mais tu es ma mère. On peut parler, on peut régler ça en famille, pas besoin d'avocat, pas besoin... » Si, il y avait besoin. J'ai parlé pour la première fois. Voix ferme, basse, mais inébranlable. Il s'est tu. Je me suis penché vers lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as traité de fardeau.
Ta femme a dit que j'étais bête, que je vivais de charité. Vous m'avez chassé de ma propre maison. Je t'ai élevé seul, Thomas, seul. J'ai travaillé jusqu'à avoir les mains en sang. J'ai vendu les alliances de ma mère pour payer ton école. J'ai mangé des pâtes au beurre pendant des semaines pour que tu ne manques de rien. » Sa voix s'est étranglée. « Je sais, maman, Et tu m'as payé en me mentant, en m'utilisant, en m'humiliant. » Une larme a coulé sur sa joue. « Je vais changer, je te le promets. Je serai différent. On redeviendra comme avant. » J'ai secoué la tête, lentement. « On ne reviendra pas en arrière, Thomas. Parce qu'avant, je croyais en toi. Maintenant, je sais qui tu es. » Il a sangloté. Chloé regardait le sol, muette. L'avocat a tendu un papier. « Accord transactionnel, 60 jours pour payer. Sinon, tribunal. Signé ici. » Thomas a pris le stylo d'une main tremblante. Il a signé, il l'a passé à Chloé. Elle m'a regardé avec une haine pure, mais elle a signé aussi. L'avocat a repris le papier. « Vous avez jusqu'au 15 septembre. Un jour de retard, et la plainte part. » Je me suis levée de ma chaise. J'ai pris mon sac. J'ai regardé Thomas une dernière fois. « Je t'ai aimé plus que tout dans cette vie, mais l'amour, ce n'est pas être stupide, et le respect, ce n'est pas une option. » Je lui ai tourné le dos. J'ai ouvert la porte. Je suis sortie. J'ai entendu ses pleurs derrière moi. Je ne me suis pas retournée. J'ai descendu les escaliers de l'immeuble. Je suis sortie dans la rue. Le soleil m'a frappé le visage. J'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré léger, libre. Les 60 jours sont passés lentement. Thomas a essayé de m'appeler 7 fois la première semaine. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé des messages. « Maman, pardonne-moi. Maman, il faut qu'on parle. Maman, je suis désespérée. » Je lisais. Je ne répondais pas. Isabelle, ma belle-sœur, m'a appelée. Elle a dit que Thomas lui avait tout raconté, qu'il était détruit, que Chloé était furieuse, s'était disputée avec lui, avait menacé de demander le divorce. Tante Solange, il souffre beaucoup. Il l'a mérité, Isabelle. Je sais, mais c'est ton fils. C'est exactement pour ça qu'il devait apprendre qu'une mère aussi a des limites. Le 15 septembre, l'argent est arrivé sur mon compte. 10 000 €, au complet. J'ai regardé le relevé bancaire. J'ai soufflé. J'ai pleuré un peu. Pas de tristesse, de soulagement. Maître Lefebvre m'a appelé. « Solange, le virement est passé. Tu veux clore le dossier ou tu veux poursuivre ?»« Je veux clore. J'ai reçu mon dû. C'est suffisant. »« Et la maison? Tu veux qu'il parte ?» J'ai réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi. « Non. La maison est grande. Il y a 3 chambres. Je vivrai dans ma chambre, eux dans la leur, mais avec des règles strictes. »« Tu es sûr ?»« Sûr. » J'ai appelé Thomas. Il a décroché à la première sonnerie. « Maman ?» Sa voix semblait désespérée. « J'ai reçu l'argent. Je sais. Écoute-moi bien. Je vais continuer à vivre dans la maison. Elle est à moi. Toi et Chloé pouvez rester, mais à mes conditions. » Silence à l'autre bout du fil. « J'aurai mes clés. J'entrerai et sortirai quand je veux. Personne ne change de serrure. Personne ne touche à mes affaires. Personne ne me donne d'ordre. Je paie ma part des charges. Vous payez la vôtre. Divisé exactement. Plus de tu paies ci, je paie ça. Tout noté, tout transparent. » « D'accord, maman. Je n'ai pas fini. Je mange à la table du salon, quand je veux. Si vous avez des invités et que je veux rester dans ma chambre, je reste. Mais si je veux m'asseoir au salon, je m'assois. C'est chez moi. » « D'accord. Et une dernière chose, Thomas. Le respect. Ta femme me parle avec politesse. Tu me parles avec politesse. Si je sens à nouveau une seule humiliation, je vous mets dehors. Compris ? » ?»« Compris, maman. » »« Alors, on a un accord. » J'ai raccroché. Je suis rentrée chez moi ce jour-là. Je suis entrée la tête haute. Thomas était au salon. Chloé aussi. Elle m'a regardée. N'a pas souri, mais a fait un signe de tête. Un geste sec, bref. De quelqu'un qui sait qu'il a perdu la bataille. J'ai rendu le signe de tête. De la même manière. Je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé à clé. Je me suis assise sur le lit. J'ai regardé autour de moi. C'était petit, mais c'était à moi. Et personne ne me l'enlèverait plus jamais. Les semaines ont passé.
La cohabitation est devenue étrange au début. Trop polie, formelle. Il disait « bonjour », je disais « bonjour ». On mangeait en silence, chacun dans son coin, mais ça s'est amélioré peu à peu. Ce n'est pas redevenu comme avant. Ça ne redeviendra jamais comme avant, mais c'est devenu vivable. Thomas a essayé d'engager la conversation quelques fois. Il demandait comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose. Je répondais brièvement, mais je répondais. Chloé a changé. Elle a arrêté de donner des ordres. Elle a arrêté les commentaires sur mes vieilleries. Quand elle avait besoin de quelque chose, elle demandait « Madame, je peux vous emprunter le fer ?» Ce n'était plus « Repassez-moi ça ». Un jour, environ 3 mois plus tard, j'étais au salon à regarder la télévision. Thomas est rentré du travail, s'est assis à côté de moi. Il est resté quelques minutes en silence. Puis, il a parlé à voix basse. « Maman, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que tu ne me fais plus confiance. Et je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu saches que je le regrette chaque jour, chaque jour. » Je l'ai regardé. J'ai vu le petit garçon que j'ai élevé, l'homme qu'il est devenu, et l'erreur immense qu'il a commise. Thomas, tu m'as blessé profondément, plus profondément que tu ne l'imagines, et la confiance met du temps à revenir. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais complètement. Il a baissé la tête. Mais, ai-je continué, tu es mon fils. Je t'aime toujours. C'est juste que je ne me laisserai plus jamais piétiner. Plus jamais. Il a hoché la tête, a essuyé une larme qui lui échappait. Merci, maman. Aujourd'hui, plus d'1 an après, nous vivons comme ça, chacun dans son espace, respectueux, cordial. Il y a des jours où on discute plus, des jours où c'est moins. Chloé ne s'est jamais excusée, mais elle a changé sa façon de me traiter. Et pour moi, c'est déjà une victoire. J'utilise l'argent que j'ai récupéré pour moi. Je me suis acheté des vêtements neufs. Je suis allé chez le dentiste. J'ai gardé le reste pour les urgences. Cette fois, personne n'y touchera. Et j'ai appris une chose. La dignité n'est pas négociable. Le respect ne se mendie pas. Et l'amour maternel, aussi fort soit-il, ne peut pas être une excuse pour accepter l'abus. J'ai donné ma vie pour mon fils, mais j'ai failli perdre la mienne dans le processus. Et ça, ce n'est pas juste. Aujourd'hui, je dors tranquille. Je mange à la table du salon quand je veux. Je sors et je rentre quand je veux. Je ferme la porte de ma chambre et je sais que personne n'entrera sans frapper. C'est peu, peut-être, mais c'est à moi. Et personne ne me l'enlèvera plus jamais. Si tu traverses quelque chose de similaire, écoute ce que je vais te dire. Tu n'es pas obligé de supporter l'humiliation, ni de tes enfants, ni de tes belles-filles, ni de tes gendres, ni de personne. Tu mérites le respect, tu mérites la dignité. Et si tu en as besoin, cherche de l'aide. Avocat, assistance sociale, famille, amis. Ne reste pas silencieuse. N'avale pas ta fierté. Parce que la vie est trop courte pour vivre comme une invitée indésirable dans sa propre maison. Si cette histoire t'a touché, dis-moi en commentaire depuis quelle ville tu m'écoutes. Et reste avec moi pour les prochaines vidéos qui vont s'afficher à l'écran. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre ça aujourd'hui.